Je crois qu'on est live. Bonjour à tous. Salut! Bonjour Nicolas. Salut Mao. Super contente de te retrouver, de vous accueillir tous. On attend un petit peu que tout le monde arrive. Merci d'être là pour ce rendez-vous. Bonjour à tous. Hyper content de parler de ce sujet, de la facture électronique, Et de quel sujet! tout ce bouleversement qui arrive dans la profession, qui est véritablement passionnant, en tout cas pour tous ceux qui sont avec nous dans ce chat, et puis bah, pour nous aussi. Exactement. Je propose qu'on attende 2 petites minutes encore et on pourra commencer. Nicolas, peut-être qu'on peut se présenter? Yes, Je te laisse la main. yes, avec plaisir. Alors, bonjour à tous. Déjà, il y aurait un truc qui nous ferait hyper plaisir, parce qu'en fait, nous, on est face à notre ordi, et il y a plein de gens qui sont connectés sur le chat, mais nous, on aimerait aussi avoir, c'est quoi votre émotion et votre sentiment là dans le chat, si vous pouvez nous envoyer des emojis pour savoir si vous êtes complètement rincé de la période fiscale, ou alors est-ce que vous êtes content de ce qui va se passer demain. Racontez-nous déjà un peu sur le chat si vous pouvez nous envoyer un peu votre émotion. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, du coup, moi, je m'appelle Nicolas Piatkowski. J'ai cofondé une école en ligne qui s'appelle Les Geeks des chiffres et qui forme les futurs experts comptables. Et puis, on a créé aussi un média social qui s'appelle Les Geeks des chiffres avec un podcast, une chaîne YouTube, suivi par plus de 420 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et donc, je suis passionné par la comptabilité et la gestion parce que moi, je suis comme vous, je suis passé par les mêmes étapes, sauf que je ne fais plus, je forme à une échelle qui est différente. Donc, voilà un petit peu mon parcours, Mao. Super, merci Nicolas. Donc moi, Mao Gouillet, je suis Product Marketing Manager. Je suis responsable produit chez Cegid sur les produits experts comptables. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa expert comptable qui a monté son cabinet. Donc les périodes fiscales, je l'ai vécues en coulisses et je sais à quel point ça peut être un peu chaud, un peu compliqué. Donc le métier, je le connais assez, du moins côté perso. Et aujourd'hui, je m'épanouis chez Cegid à parler des produits experts comptables avec vous. Et ce rendez-vous aujourd'hui est hyper important avec l'arrivée imminente de la facture électronique. Voilà un petit peu mon petit portrait. Trop chouette. En tout cas, bienvenue à Eric. Je vois que Eric, tu as écrit un message. Jean aussi, Jennifer, Aline, Mickaël dans le chat. Enchanté à tous et enchanté à tout le monde. Et bienvenue. Yes, Je propose qu'on se lance. Il est 11h33. parti. Euh, Si ça te va. Parfait. On y va. Go. Hop, super. Ok, donc l'avant et l'après, la facture électronique ou comment devenir un nouveau professionnel du chiffre. Alors, on va déjà regarder un peu quel est le programme de cet échange. Pour moi, il y a un véritable bouleversement dans la profession et c'est à la fois une source d'inquiétude, une source de menace, mais aussi la possibilité de voir de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Alors, assurément, je pense que vous qui êtes dans le chat, qui gravitez autour de la profession depuis tant d'années, et puis qui êtes aussi sur le terrain, bah, parfois on se dit, mais on dit que la comptabilité, ça va changer depuis 40 ans, et puis ça ne change pas toujours, et puis on dit qu'on sera fini, et puis finalement on n'est toujours pas fini. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose de différent avec cet enjeu de la facture électronique. Alors, c'est quoi le programme de la vidéo? 4 parties, le calendrier, de la facturation électronique. Alors, on en entend parler, ça bouge, ça change. Là, on a quelque chose de figé. Partie 2, Là, on la sait. vision Mm. ultime de la facture électronique avec ses bénéfices et ses dangers. Partie 3, et là, je pense que tous ceux qui ont rejoint la profession, c'est rarement pour faire de la comptabilité, mais c'est pour faire ce qu'on appelle des nouvelles missions, des choses qui sont intéressantes, les nouvelles missions du cabinet. Et puis, partie 4, eh ben, pour faire des nouvelles missions, c'est pas le tout de le dire, mais il faut qu'on Ouais, puisse avoir une roadmap pour pouvoir le faire. Voilà le programme. Alors, on attaque direct pour cette partie 1, le calendrier de la facture électronique. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est comme le réchauffement climatique. Personne s'en inquiète tant qu'il n'y a pas le feu dans le jardin. Tant qu'il n'y mm, a pas l'inondation, que moi j'habite dans le sud de la France, dans le Var, il y a eu la tempête, etc. Tant qu'on ne voit pas que notre maison elle va s'écrouler, du coup on ne s'inquiète pas trop. Là, on a quand même une roadmap figée. C'est que la facture électronique, on a des dates.
1er septembre 2026, alors peut-être qu'il y a certains qui le savent, mais on a l'impression que c'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Il y a une première phase, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Et puis en 1er septembre 2027, il y aura une obligation de pouvoir recevoir et d'émettre pour toutes les boîtes des factures sous format électronique. Alors Exactement. ici, vous, cabinet, vous, collaborateurs, vous, experts comptables, vous avez un rôle majeur à jouer, mais pas au sein de votre cabinet, au sein de l'économie française, parce que vous allez être utile à la fois aux entrepreneurs que vous allez accompagner, mais aussi à l'État, parce qu'ils sont là aussi pour veiller au grain. Donc, si tu peux aussi apporter ton point de vue, toi, Mao, sur ce sujet tu vois, de calendrier. Là. Ouais. Ouais, non, comme tu le dis, en effet, là, le calendrier, il a pas mal bougé, mais là, ça y est, on y est, on le sait, c'est ça, c'est les dates. Et concrètement, bah, quand on regarde ça, tu le dis très bien, c'est dans peu de temps, c'est dans 16 mois. Et 16 mois, c'est pas grand-chose et c'est vraiment le moment de se préparer aujourd'hui. Et nous, tu vois, les grandes entreprises et cabinets avec qui on travaille et qui sont déjà prêts aujourd'hui, ils estiment qu'il aura fallu pas moins de 12 mois moyens de préparation. Et bon, on va détailler aussi dans ce webinaire pourquoi finalement c'est si long, mais nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'au fil des années, la force des cabinets, c'est d'avoir su finalement perfectionner des process robustes de collecte de pièces justificatives et pièces comptables pour réaliser finalement leur mission historique en toute sécurité et conformité. Mais la généralisation de cette réforme de la facture électronique bah, viendra un petit peu, in fine, casser tout ça. Et donc moi, Nicolas, à mon sens, c'est de dire que bah, à partir de ce 1er septembre 2026 qui arrive très très vite, ce modèle ne fonctionnera plus. Donc chaque facture devra transiter par une PDP, plateforme de démat partenaire, qui est certifiée par l'État. Et ça, ce changement, c'est pas juste une mise à jour, c'est un basculement de modèle, c'est vraiment un changement de paradigme. Et donc, les cabinets doivent au plus vite se charger eux-mêmes en avance de phase de recomposer tout ça plutôt que finalement de subir. Et en effet, tu le disais au programme de ce jour, bah, ça passe par se préparer, préparer les process internes et les collaborateurs et les clients. Très clair. Donc là, on a déjà cette partie-là. Et c'est important que vous preniez en compte, là, ça c'est la date de mort, c'est la date de fin. Et qu'est-ce qu'on met en place en amont, justement pour Exactement. être prêt le jour J. Et je pense que vous aurez une catastrophe auprès de vos collaborateurs qui devront être face à des dirigeants ou des entrepreneurs s'ils n'ont pas pris en compte ce sujet-là. Pour avoir bossé en cabinet, je me mets à leur place et je me dis c'est une catastrophe si les choses ne sont pas huilées. Alors le but, c'est qu'on puisse regarder ce plan d'action pour être vraiment prêt à la date de sortie en fait. Alors, première étape, il y a quelque chose qui est important à faire, c'est faire une phase d'audit. Alors la phase d'audit, ce terme, je ne vais pas vous l'apprendre à vous, et vous savez à quel point il est important, c'est de pouvoir analyser qu'est-ce qui se passe, quel est l'existant, dans quelle situation on se retrouve avec la facture électronique. Alors, il faut auditer à la fois le cabinet pour regarder quels sont les outils qui sont utilisés, comment le flux de travail il est généré, comment vous allez identifier en interne même des personnes qui pourraient être ou qui pourraient prendre le sujet de la facture électronique directement à bras le corps. Pour Mm. connaître et côtoyer beaucoup de cabinets d'expertise comptable, je vois bien qu'il y a déjà quelqu'un dans le cabinet, soit il a un profil expertise comptable, soit c'est un chef de mission qui veut faire autre chose, soit c'est un profil technologique qui se dit bah, je vais essayer de faire converger tout le monde et embarquer tout le monde justement pour pouvoir prendre en charge ce sujet. Et puis naturellement, en face, il va falloir auditer les clients. Parce que si les clients ils jouent pas le jeu, bah, là, on clôturait la période fiscale il y a quelques jours. Là, cette semaine, il y a. Ouais, Vous courez après quoi? Vous courez après des documents qui manquent. L'autre, il vous répond pas. Je vous ai envoyé les documents. Oui, mais non, en fait, vous ne les avez pas envoyés. Bref, c'est un foutoir sans nom. Donc, il faut aussi profiter de ce moment-là pour les éduquer, eux. Et donc, il faut auditer vos clients, savoir quels sont leurs besoins et savoir aussi quel est leur niveau de connaissance de la facture électronique. J'imagine qu'à ce stade, ils y mm, connaissent rien. Donc, vous ouais, avez un rôle majeur justement pour les aider. Mao, je ne sais pas effectivement. si Et tu as puis, un point à apporter bah, à ce sujet.
je vais essayer de modestement d'apporter en effet, mais moi, quand tu dis tout ça, en plus d'être totalement en face, c'est vrai que, tu vois, cette réforme, c'est l'opportunité pour les cabinets de se positionner un petit peu comme le référent, pas le copilote ou le phare dans la nuit pour tous ces clients qui comprennent pas trop ce qui va se passer, qui savent que ça va générer pas mal de chamboulements, mais qui ont un petit peu besoin d'être éclairés. Et puis, c'est hyper important d'analyser, de faire ce travail d'audit de quels sont mes flux de travail parce que, bah, ça vous permet, vous, cabinet, d'identifier, tous les points de changement futurs, repérer les étapes qui vont nécessiter des ajustements pour ensuite répondre à ces exigences et puis c'est comprendre vos flux, vos transactions également. Et nous, tu vois, pour nos clients, et pour accompagner nos clients dans cette transition qui est la réforme, on a conçu un kit. On a conçu un kit avec beaucoup, beaucoup de contenu, mais c'est un kit qui s'adapte à tous les besoins, tous les profils et à toutes les étapes où en est le cabinet finalement. Et en fait, à travers ce kit, on veut accompagner la transition en interne comme en externe. Et justement, quand tu parles d'audit, moi, je pense à 2 choses. Nous, on recommande à nos cabinets, en effet, de faire un petit état des lieux de leur situation actuelle en, en allant regarder un petit peu ce qui se passe côté automatisation de leurs flux. Et pour ça, on met à dispo gratuitement un outil qui va leur permettre justement de faire ce travail d'auto-évaluation. C'est quelques questions en 3 étapes et ça permet d'évaluer cette automatisation des process comme la collecte, la saisie, quel est le niveau d'avancement sur le sujet de la réforme et enfin, l'outil, vient proposer des recos personnalisés en fonction des réponses pour aiguiller, le cabinet et aussi, lui donner, de la matière à réflexion en fait. C'est aussi pour, alimenter, cette réflexion, cette transition. Et puis, je pense qu'il est hyper important et tu le disais parce que il faut éduquer les clients, mais pour éduquer les clients, il faut aussi et surtout que les cabinets, à mon sens, heu, eh bien, puissent acquérir une solide compréhension de la réforme. Et ça passe par, se former, se documenter, ce webinaire, des replays de webinaires, de la profession comme avec Stéphane Reynaud et ça aussi, bon, on condense pas mal de contenu là-dessus, également, mais il est hyper important de pouvoir, acquérir cette connaissance, la propager en interne et comme tu disais, hyper, hyper important d'identifier 1 ou 2 ambassadeurs dans le cabinet qui seront les meilleurs porte-parole internes comme externes, parce que bah, c'est pas si facile que ça que d'expliquer la réforme. Et puis côté audit client, nous on conseille là aussi de faire ce travail à nos cabinets effectivement, tu vois, c'est pour, avoir cette vision, claire et pour, ensuite pouvoir, aiguiser une approche un peu plus personnalisée en fonction des besoins. Et là aussi, on met à dispo une fiche pratique qui aide à identifier, des critères, de segmentation parce que segmentation, c'est un mot, peut-être un peu barbare, mais en gros, c'est vraiment, regrouper des clients selon des critères. Ça peut être des critères de taille, de chiffre d'affaires, mais aussi de nature de mission, récurrence de sollicitation, appétence au changement ou au contraire réticence. Et ça permet de venir développer des stratégies ciblées. On va pas s'adresser ni proposer la même chose à l'artisan de père en fils du coin comme à la grosse TPE qui a son responsable administratif et financier. Donc voilà, nous on essaye d'apporter un max de matière à nos cabinets pour gérer cette transition et pouvoir aussi accompagner ses clients. Et je voyais tout à l'heure un commentaire sur le chat. Effectivement, toutefois, quand même, dans le marché de l'expertise comptable, on sait très bien que la majeure partie des cabinets ont moins de 10 collaborateurs au sein des cabinets. Donc, on sait que mettre un référent facture électronique au sein du cabinet, ça peut être compliqué. Bah non, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'expert comptable, qui est le dirigeant de l'entreprise, il peut prendre en charge ce sujet, ou alors il peut travailler avec un tiers de confiance au sein du cabinet, justement peut-être pour se partager le travail. Il y en a un qui fait l'audit du cabinet et l'autre qui fait l'audit des clients, et justement en lien avec tout ce que tu as raconté, Mao. Donc, je pense que il y a quand même de toute façon, après, il faut trouver des solutions et des astuces par rapport à son propre contexte. Donc, si on est dans un cabinet de 120 personnes, forcément, il y aura quelqu'un qui Ah sera bah oui, dédié, il faut toute la journée. Et puis, dans un plus petit cabinet, on se débrouille. Mais il faut quand même trouver quelqu'un qui prenne le sujet au sérieux. ah, tu as raison, exactement. Euh, Très clair. Donc, maintenant, l'étape numéro 2, c'est aussi choisir la PDP pour le cabinet et pour l'entreprise. Alors, je vais vous raconter une Ouais. petite histoire. Moi, je suis entrepreneur et la comptabilité et la gestion, j'en ai fait à la fois en cabinet et en entreprise.
Et maintenant que je suis entrepreneur, eh ben, j'ai pas envie d'en faire, et pas du tout. Et c'est en fait le cadet de mes soucis. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de servir les clients, de aider les gens qui nous font confiance pour leur apporter de la valeur à eux, et sûrement pas de m'occuper des chiffres. Donc, pour moi, le bon modèle, et je ne dirais pas parce qu'on est sur un webinaire de Cégide, etc. Non, 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 pas du tout. Je vous dirais là mon propre sentiment. Je crois qu'un cabinet, il doit converger avec une solution PDP et un outil de production qui vont travailler dans les deux sens. Pourquoi? Parce que moi, entrepreneur, si on vient m'auditer et mon cabinet d'expertise comptable, il vient me dire, alors, donc, 2026, tu dois utiliser cette PDP, fais gaffe, parce que si tu fais ça, et là, si je dois, moi, si je n'ai pas un seul outil qui répond à tous mes besoins, ça va être compliqué et ça va être difficile pour moi à supporter. Et parce que dans mon quotidien, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir envoyer les documents à mon expert comptable. Mmh. Lui, on va devoir avoir le même langage. Donc, si moi je parle une langue et lui il en parle une autre, on ne va pas bien Mmh. s'entendre. Si on arrive à parler la même langue ensemble, c'est aussi beaucoup plus simple. Je suis d'accord, je vais pas pouvoir, contredire, ce que tu dis, mais en plus de ça, il y a quelque chose, d'assez factuel. Hem, si, en fait, nous, on recommande, on a un conseil pour tout ça, pour ce choix de PDP. Au-delà des critères qu'on peut vous partager, et tout le monde le fait, on a tous des idées, très bonnes et très évidentes de quels sont les bons critères de choix. Oui, la facilité d'utilisation est très importante, l'accompagnement de la PDP est très important, l'expérience intégrée également, la sécurité, les coûts, tout ça, c'est très important et à prendre en considération. Et là aussi, on fournit de la documentation pour venir alimenter tout ça. Mais il y a un vrai conseil hyper important, c'est de se dire, essayez en fait de faire en sorte que le maximum, si ce n'est pas tous vos clients, soient sur la même PDP que vous. Tu as raison, Nicolas, ça peut être très complexe d'avoir différents outils, différentes PDP. Imaginez, vous êtes un cabinet, vous avez 400 clients, et puis seulement 10% de ces clients choisissent chacun une PDP différente. Bon, dit comme ça, c'est vrai, ça paraît pas si terrible. Mais dans les faits, vous vous retrouveriez, vous, à aller devoir vous connecter à pas moins de 40 PDP différentes. Et là, je vous laisse imaginer la complexité que ça apporte. En fait, ne pas avoir la même PDP entre cabinet client, le véritable enjeu, le big enjeu, c'est la multiplication des interfaces et des accès pour ce qui est de la collecte et du e-reporting. Ça va venir vous complexifier votre quotidien au-delà de la difficulté de support si le client a un problème, ou de l'expérience en fait finalement vachement manuelle, et tu vois, enfin, comme avant la réforme finalement, ça va pas changer, ce sera comme avant. En plus de la multiplication des coûts. Avoir la même PDP cabinet client, c'est s'assurer une synchronisation directe avec votre environnement de prod, simplifier tout ce qui est automatisation de la collecte des factures de vos clients, et puis c'est une meilleure fluidité pour votre collaboration client là aussi. Voilà, c'est un petit peu moi mon conseil, mon point de vue, Nicolas. Très clair. En tout cas, pour moi, je pense que il faut créer le moins d'inertie possible au sein des cabinets. Ouais. Il y a tellement de sujets qui sont différents. Vous êtes tellement sollicité par des clients avec des besoins qui sont différents, des problématiques qui sont différentes. Il faut en fait finalement utiliser l'automatisation, la scalabilité, le langage commun au maximum que vous pouvez faire, parce que forcément, on ne peut pas harmoniser tout. On ne va pas non plus être déconnecté de la réalité et à sortir des théories comme je peux le lire. Mais non, il faut rester sur quelque chose de concret. Vous devez faciliter la vie, la vôtre, et la vie des personnes qui vous accompagnent, et donc vos collaborateurs, pour que eux, leur confort de travail puisse être aussi amélioré et agrémenté. Et en fait, la partie technologique, moi je le vois bien, on a accompagné plus de 14 000 étudiants à préparer les cursus du DCG et du DSCG. On en voit très bien des personnes qui bossent en cabinet. Et on voit très bien des personnes qui bossent en cabinet qui ne veulent même pas aller dans des cabinets parce qu'ils n'ont pas les solutions et les outils qui vont les aider à avoir un confort de travail. Ça fait partie aussi de la fidélisation des collaborateurs. Et comme le collab, c'est ça que vous mettez en face de vos clients, c'est aussi important que ce collab il puisse être le promoteur du cabinet. Et ça, c'est une réalité. Parce que moi, je discute beaucoup plus avec des gens qui bossent dans les cabinets, ou alors des gens qui sont plus côté salarié,
plutôt que des experts comptables ou des fondateurs de cabinets, les deux, mais j'ai des échos qui sont importants. Donc pour moi, vous allez travailler sur deux pans. C'est la fidélisation de vos ressources humaines, mais aussi la valeur que vous apportez à vos clients. Et en fait, cette boucle et ce cercle est super vertueux. Donc pour moi, ça c'est Exact. surtout important de le prendre en considération. Tu as raison. Tu as raison, Euh, exactement. du coup, sur cette partie-là, je pense qu'on va essayer d'aller un peu rapidement sur cette partie 2, Mao, parce qu'on a des sujets aussi qui Ouais, sont intéressants. Donc, je suis d'accord. il y a une phase de formation donc, à apporter. Donc, les collaborateurs du cabinet, naturellement, faire des formations techniques et des formations fonctionnelles, donc former les collaborateurs à la mise en place de la facture électronique et à l'utilisation des nouvelles plateformes, mais aussi former les équipes à l'utilisation de la nouvelle technologie pour qu'elles puissent intégrer automatiquement les données dans les systèmes comptables. Rappelez-vous, le but, c'est d'avoir une saisie qui est égale à 0. Parce que, entre guillemets, je dis bien, une saisie est égale à 0, c'est du confort de travail et c'est une valeur client. Quand vous avez votre cabinet qui vous donne des datas qui sont périmées quand l'entrepreneur il en a besoin, bah ça ne va pas. Ouais, Par contre, quand le cabinet il est là et il apporte une data actuelle, à jour, mais la valeur perçue côté entrepreneur, elle est juste mémorable et incroyable. Mais par contre, ça, vous ne pouvez pas le faire vous, tout seul. Il faut aussi que vous puissiez éduquer vos clients euh, pour qu'ils puissent aussi vous donner cette matière première dont vous avez à votre disposition. Donc, de toute façon, vous aurez le support après, vous pourrez je pense que tout le monde pourra le télécharger ensemble. OK. absolument, Donc ça, c'est absolument. important de faire converger les deux. Tu as raison. Et puis ne pas hésiter non plus, je rajouterais juste ça, de s'appuyer sur la PDP qui normalement vous accompagne et accompagne vos clients justement aussi sur cette phase-là. Je continue, Nicolas? Yes, yes. Vas-y, vas-y. Donc, sur la partie 4, il faudra naturellement faire des tests de la migration, forcément, migration des clients vers la facture électronique, ajuster. Je ne vais pas vous faire un pitch global à ce sujet. Vous aurez les éléments. Je préfère qu'on aborde plus les éléments qu'on va voir après, Mao. Donc, sur la partie, Ouais, sur la partie 3. exact. Pareil pour l'étape 5, suivi et pilotage. Yes. Donc ça, forcément, une fois que, de toute façon, dans une entreprise, la seule chose qu'on va faire, c'est on met en place les actions, on analyse les retours et on met à jour pour que ça puisse être le plus fluide pour les collabs et pour les clients, naturellement. Alors, maintenant le métier avant Ouais, et le métier après. Donc, si on peut voir la slide juste là, à ce moment-là, Mao, ouais, pardon, tu as raison. il y a deux visions à voir. Le monde d'hier et le monde de demain. Le monde d'hier, c'est une rente. Une rente et un monopole, qui est une obligation qui est légale de produire la comptabilité. Et c'est très important. Et ça, eh bien, c'est une majeure partie du revenu que les cabinets vont avoir. Les données sont accessibles. Et puis, attention, hein, c'est pas des données factuelles, c'est juste pour comprendre l'idée générale. On va travailler 80% du temps sur de la production comptable et 20% sur du conseil. Le monde de demain, c'est travailler plutôt sur du conseil que de la production comptable. Et c'est aussi pour ça que dans l'écosystème, et vous le verrez, les éditeurs, les personnes qui accompagnent les cabinets d'expertise comptable, ils se battent tous pour que vous puissiez, vous dégager du temps pour faire du conseil. Et puis, dans les cabinets, vous aurez plusieurs typologies de profils. Vous aurez des collaborateurs, ils veulent rester tranquilles, ils veulent rester derrière leur outil, ils ne veulent pas qu'on les embête, ils ne veulent pas discuter, ils veulent faire leur saisie, leur déclaration fiscale, sociale, etc. Pas de problème. Ouais, Sauf qu'il y a quand même un enjeu. C'est que si on automatise beaucoup plus facilement la comptabilité, que vont-ils faire, eux? Mais aussi, quand l'entrepreneur va savoir que la comptabilité est de plus en plus automatisée et facilement faisable, qu'est-ce qui va justifier qu'il va payer X euros à son cabinet pour payer quelque chose qui peut se faire quasiment automatique? On n'a qu'à regarder les acteurs qui rentrent sur le marché, des acteurs technologiques qui sont là pour disrupter la profession comptable. Et ils ne s'en cachent pas. Je vais nommer personne. Mais en tout cas, il y a quand même quelques petits dangers à gauche et à droite. Donc,
généralement, on a rarement fait 8 ans d'études pour faire de la saisie comptable. Ce qu'on aime aussi, et on le dit souvent, médecin de famille du dirigeant, copilote, partenaire, business partenaire. Ouais. Et moi, quand j'ai mon expert comptable qui m'envoie le solde d'IS ou me dire attention, fais gaffe, il y a l'acompte d'IS qui part pour X milliers d'euros, fine, ça passe au hasard. Par contre, il me dit, au fait, j'ai identifié ces éléments-là qui te permettraient de payer moins d'impôts sur le revenu. Ah bah j'écoute, j'ouvre le calendrier. Et bah ça, j'aime bien. Et donc, je vois aussi la différence quand j'ai un collaborateur en face de moi qui est proactif dans la démarche de conseil. Parce que moi, je ne le sais pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est concentré sur l'opérationnel. Ouais. Donc, on n'a pas forcément euh, la tête pour se dire, bah, tiens, je vais faire des économies. Non, non. Par contre, si c'est proactif comme ça et ça vient directement à vous, là, vous avez une valeur perçue qui augmente. Et je vous raconterai un cas concret. J'ai un cabinet d'expertise comptable. On a une activité qui a fait de la croissance. On payait un niveau d'honoraire. Et puis un jour, il m'envoie un mail. Il me dit, au fait, les honoraires, bah, il y a quand même plus de travail. Et je le sais, je l'ai vu. Et ben, ils vont passer de X à 100% de croissance. Donc, ce n'est pas augmenter de 10%. C'est passer de un montant à x2. Et Ouais. vous savez ce que j'ai dit? Eh ben, j'ai même pas négocié. J'ai dit OK, parce que j'ai vu la valeur qu'il m'a apportée. Par contre, si j'aurais vu qu'il ne me conseille pas et qu'il n'est pas proactif et qu'il me dit juste, tiens, ta situation mensuelle et il ne se passe rien, bah, il ne peut pas justifier ses honoraires. Ça ne marche pas. Donc, le monde à venir, la technologie, l'outil, alors il y a deux éléments, hein. Il y a l'intelligence artificielle et la facture électronique, vont dégager du temps, et c'est réel, pour aller sur des missions à plus haute valeur ajoutée. Hyper clair. Donc, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas surtout. On passe Alors, au cas concret? Ouais. à quoi vont ressembler les missions demain? Il y a plusieurs éléments. Il faut comprendre quel est le besoin intrinsèque de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il veut être libre, pas payer beaucoup d'impôts, devenir riche, réaliser son rêve d'entrepreneur, être libre, mettre à l'abri sa famille. Et ben, en fait, tout ça, ce sont des missions additionnelles de conseil qui vont l'aider, lui, l'entrepreneur. Et donc, quand on regarde devenir riche, bah, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que on doit m'aider à m'implanter sur de nouveaux marchés parce que dans mon business, je suis sur une niche, je souhaite m'implanter en Allemagne, au Sénégal ou peu importe où, pour créer un groupe qui me permettra d'avoir du business à l'étranger. Comment je fais? Je le fais moi avec mes idées, avec mon énergie? Non. J'ai besoin d'un partenaire financier qui me dise OK, tu sais, pour t'implanter dans ce marché, opportunité, menace. OK, je vais te Mhm. faire un PNL, une visualisation et une modélisation financière de ton rêve. Et on va voir si ton rêve, eh ben, tu vas réussir à devenir riche avec. Eh ben, si vous lui dites pas ça, eh ben, en fait, ça a beaucoup moins de valeur. Et donc, vous allez le laisser tout seul. Mais en fait, vous avez toute la légitimité pour pouvoir le faire. Et là, on regarde des cas concrets, comme on peut voir à l'écran. Vous avez deux screenshots. Il faut juste regarder les Big Four, qu'est-ce Mhm. qu'ils font, ou en tout cas les Ouais. gros cabinets, qu'est-ce qu'ils proposent comme mission additionnelle au sein de leurs clients, auprès de leurs clients. Ah, il y a juste qu'à aller sur le site internet, hein. Vous avez d'autres Mm. cabinets comme Impulsa, qui sont des cabinets un peu plus petits, euh, et du coup, qui font d'autres éléments, de la conso, de la data, euh, même de la délégation administrative de Office Manager pour faire les factures, le recouvrement des factures, etc., etc., etc. Tu as raison. Euh, Moi, si je peux compléter, Nicolas, nous, en effet, on est en phase sur ces nouvelles missions. Euh, En fait, nous, ce qu'on remarque aussi, c'est que avec cette réforme, il y a peut-être deux types de missions qui peuvent être déployables. En fait, il y a celles avant la réforme, celles qui sont déployables maintenant, tout de suite. Ça va être des missions en conseil en digitalisation, de l'outillage, audit, conseil en choix de solutions, de formation. En fait, toutes les missions qui pourraient assurer la bonne mise en place de cette réforme auprès de leurs clients. Et puis, il y a ces missions qui vont être rendues
possible et déployable après la mise en place, de cette réforme. Parce que justement, en fait, les cabinets, ils vont avoir une vision, et tu le disais, sur tout le cycle de vie, de la facture avec des inputs de data, hyper musclés. Alors data, c'est surtout des données, finalement, exhaustives, structurées et immédiates. C'est un peu comme si, vous, expert comptable, vous étiez dans la même boîte que votre client, au cœur des opérations, de votre client, en fait. Et là, vous êtes équipé, pour, apporter ces services. Donc oui, il y a les Big Four, il y a qu'à voir sur les sites, internet, heu, comment ils s'organisent là-dessus. Et puis nous, on aime porter, donc tu parlais, ouais, de gestion de trésorerie, effectivement, juste pour essayer de donner des exemples, concrets que j'aime bien, donner, c'est que en fait, vous allez pouvoir, porter des missions, comme la gestion de trésorerie, parce que grâce à l'accès, en temps réel, des flux financiers, vous allez pouvoir peut-être, eh bien, anticiper, des problèmes de liquidité, notamment avec des encaissements, importants, et puis proposer des solutions. C'est de l'analyse de flux de trésorerie aussi, c'est des rapports réguliers sur les entrées et les sorties, qui viennent, permettre, à la TPE d'identifier les périodes de surplus ou manque de liquidité, du crédit management aussi. On va pouvoir, grâce à cette, réforme, on a plus de visibilité et en temps réel sur notamment les factures émises et leur statut de paiement, ce qui va pouvoir, vous aider à gérer, eh bien, proactivement, le recouvrement de crédit et de créances. C'est relancer des clients en retard, c'est réduire tous ces délais de paiement. Il y a le contrôle de gestion également. On va pouvoir utiliser les données des factures pour calculer les coûts réels des produits et des services, et ensuite en évaluer, sa renta par projet ou par client. C'est aussi de la direction, d'achat, et je m'arrêterai là. C'est comme on a accès à des données structurées, eh bien, l'expert va pouvoir, venir, par exemple, comparer les prix et conseiller, le client en fonction. Par exemple, en signalant des achats excessifs, ou, l'optimisation des conditions fournisseurs, et la gestion des stocks. Voilà, ça va être ce genre de mission, métier, que vous allez pouvoir mener comme si finalement vous étiez, chez votre client. Voilà un petit peu, ce que je voulais, tu vois, apporter comme vision, ici. Hyper clair. Je rebondirais sur, aussi, des éléments. On peut Ouais. entendre ce discours, d'accord? Mmh. Ça va être génial, vous allez réussir à faire plein de trucs, vous aurez de la donnée en temps réel, vous allez mais il faut de l'intelligence pour pouvoir, savoir interpréter ça. Il faut avoir de la capacité pour pouvoir conseiller aussi, les dirigeants. Je prends un cas d'usage. Imaginons que vous avez un restaurateur ou vous avez une boulangerie, comme je peux le voir, dans le chat. Oui, on va pas leur vendre du conseil tous les jours. Ben non, bien sûr qu'on va pas leur vendre du conseil tous les jours parce qu'ils sont ils sont au four et au moulin, comme on va le dire. Sauf Mmh. que, peut-être que le boulanger, lui, il est fatigué. Peut-être que le boulanger, lui, veut transmettre son entreprise à quelqu'un. Alors, il va pas transmettre son entreprise tous les jours, mais peut-être qu'il peut avoir 2 histoires différentes. Est-ce qu'il va créer de nouveaux produits dans sa boulangerie? Est-ce qu'il va racheter une autre boulangerie? Est-ce qu'il va créer une franchise de boulangerie? Est-ce qu'il va vendre sa boulangerie? Est-ce qu'il va intégrer de nouveaux associés dans sa boulangerie? Est-ce qu'il va la transmettre à ses enfants, la boulangerie? Est-ce qu'il va lever des fonds pour sa boulangerie? Pour quel objectif? Naturellement, c'est pas tous les jours ça. Mais si moi je suis boulanger et qu'on me dit: «Oh, fais gaffe parce que, la marge sur tes baguettes, elle est de X» et que moi j'ai vu que dans mon portefeuille, parce que je suis spécialisé là-dedans, quelqu'un d'autre réussit à avoir une marge différente sur la production de son pain ou sur le coût de ses salaires, peu importe, j'en sais rien. Eh bien, d'un point de vue, valeur perçue, ça va être incroyable. Le conseil, c'est pas une valeur récurrente, c'est pas un produit récurrent comme la comptabilité. Par contre, c'est un produit additionnel qui peut vachement faire la différence. Et je vais vous raconter un autre cas d'usage. Je vous donne un exemple. Une entreprise que je connais très bien, elle a 2 activités. Sur ces 2 activités, elle a une activité qui marche depuis très longtemps. Au sein de cette même entreprise, décide d'incuber un nouveau projet. Et sur ce nouveau projet, va-t-il marcher? Oui ou non? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant pour un entrepreneur de savoir? Parce que quand on connaît le but de cet entrepreneur, il veut créer ces 2 projets parce qu'il souhaite vendre demain son entreprise.
Et vous savez ce qui se passe? La réalité, c'est que cet entrepreneur, il est accompagné par deux typologies de personnes. Un cabinet comptable et un directeur financier à temps partagé. Et vous savez quoi? Cet entrepreneur, au moment où il veut vendre son entreprise, alors il y a un projet qui marche et un projet qui ne marche pas. Et bien, vous savez quoi? Le bilan 2024, il sort et l'entrepreneur, elle a un EBE qui cumule deux activités, un EBE qui est finalement un peu moyen. Et donc, quand il veut vendre son entreprise, bon, il dit ta boîte, elle vaut 2 M, 2 millions. Alors que lui, quand il fait des retraitements très précis, son entreprise peut valoir entre 4,5 millions, 5 millions. Mmh. Entre 2 et 4,5 millions et 5 millions, c'est pas la même chose. Et si l'entrepreneur, il est accompagné, attends, tu veux faire ces deux projets? Voilà ce qu'on va te faire. On va te faire une comptabilité analytique. Je vais comprendre ton besoin. OK, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton business? C'est quoi ton marché? On apprend ça en DCG, Management DCG UES, UE7. Et donc, on n'est pas des producteurs de comptes. On ne fait pas de la compta et de la finance. Il faut qu'on comprenne l'environnement économique des entreprises. Et je participais récemment à un événement auprès de directeurs financiers de grandes entreprises où il y a une chercheuse en géopolitique et méga tendance. Alors, on peut penser que c'est très loin. Sauf que quand vous avez un entrepreneur qui doit acheter des matières premières en Chine, aux États-Unis, et là, on voit avec tout ce qui se passe, il faut avoir une culture pour dire fais gaffe. On va modéliser demain les impacts que ces sujets qui paraissent très loin peuvent avoir comme impact chez toi. Alors, s'il y a des petites boîtes, un boulanger, c'était peut-être pas grave pour lui, mais pour d'autres typologies d'entreprises, ça peut être important. Donc, il n'y a aucune chose à minimiser. Parce que, généralement, une entreprise, un entrepreneur, quand il crée sa boîte, il met ses tripes. Et puis, il y a sa femme qui lui prend la tête, ou son mari, il a des enfants, ses amis, je ne sais pas quoi. Si l'expert comptable, pour moi, c'est un métier, il est noble. C'est un métier un métier psychologique. C'est un métier où on va se confier à son expert comptable. En plus, on se met à nu parce qu'on voit comment on réussit ou on ne réussit pas, comment on consomme pas. Et donc, avoir une approche méthodique sur du conseil, et on va le voir juste après, sur des missions qui vous plaisent à vous, sur des sujets qui vous plaisent à vous. Vous ne pouvez pas faire du conseil sur tout, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Bon, je vais m'emballer après. Non, mais c'est hyper intéressant et je suis très captivée aussi par tout ce que tu dis. C'est hyper concret, c'est hyper intéressant, Nicolas. Mais si on continue sur du coup l'autre étape, la partie 4, avec l'embarquement et la montée en compétence Yes. des collaborateurs, Yes. aussi Alors, un gros volet. on y va. C'est parti. Ouais, Donc, ça fait écho. Hein. Attention, hein. Les ouais, ouais, collaborateurs ouais. en cabinet, ils vont devoir évoluer car le métier ne sera plus le même, en lien avec tout ce que je suis en train de vous raconter. Donc, si on veut apporter de la valeur, il faut avoir des compétences. Pas de compétences, pas de valeur, pas de valeur, pas de business, c'est compliqué pour le revenu récurrent ou pour apporter la valeur. Et des cabinets qui forment leurs collabs et qui mettent en place ce sujet et qui le prennent à bras le corps, ça porte ses fruits. Et ça porte ses fruits vraiment. Donc, regardons un petit peu les étapes qu'on peut voir maintenant. Alors, un dépend, donc encore une fois, DCG, Management, DCG UE7, DSCG, Management et contrôle de gestion, analyse stratégique. On va devoir identifier les besoins en compétences chez nous, au sein de notre cabinet. Pourquoi? Quelles transformations vont impacter les entreprises? Quelles transformations vont impacter le cabinet? Quel sujet, moi, cabinet, je vais vouloir traiter en lien avec ce qui existe sur le marché? Il y aura des cabinets qui vont dire gestion de patrimoine. Il y aura des cabinets qui vont dire euh, 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 Analyse financière ou... exactement. D'autres personnes, ils iront sur les données extra-financières, etc., etc., etc. Le but, c'est de faire une analyse stratégique de quoi le marché a-t-il besoin. Et en fonction de ce que le marché a-t-il besoin, et vous avez un portefeuille de clients, et donc vous savez ce que vos entrepreneurs ils ont besoin. Il faut les écouter. Et puis, Complètement. une fois que vous savez ça, vous avez un environnement de marché. Là, il faut aller identifier les besoins, métiers. Qu'est-ce qu'on a en tout cas chez nous? On va discuter Ouais. avec les managers, les RH ou juste les collabs. Si on est moins de 10, on ne va pas chercher midi à 14h. Et qu'est-ce que tu sais faire?
Qu'est-ce que tu aimerais Qu'est-ce que faire? tu veux? Mmh. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est le projet de cabinet que l'on peut créer demain pour que nous, dans notre job, on aime ce qu'on fait et que le client, quand il est en contact avec nous, il nous mette 5 étoiles sur Google. C'est ça le but. Parce que si vous faites ça, vous serez heureux, vous aurez le sentiment du travail accompli. Faire ce travail, il est noble encore une fois. Donc ça, c'est important de faire déjà cette première étape, ce premier diagnostic. Regardons la partie d'après Mao, please. Ouais. Maintenant que je sais ce que je vais faire, je sais qui veut quoi, pourquoi, comment, je sais ce que le marché il a besoin, je sais ce que moi aussi je veux adresser comme mission dans mon cabinet, parce que mon cabinet est une entreprise, et dans cette entreprise, ce qui est important, peut-être que vous connaissez le concept d'ikigai, où toutes les planètes sont alignées, où on n'a même pas le Mmh. sentiment de travailler quand on se lève le matin parce qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Et ben, c'est aussi important de pouvoir adresser. C'est pas parce que le marché il a besoin de gestion de patrimoine que vous, la gestion de patrimoine, ça vous fait kiffer. Et le but, c'est quand vous vous levez le matin, la gestion de patrimoine, vous ayez envie de le faire. C'est Donc, clair. pour ce faire, il faut euh, euh, définir le sujet ou les sujets, les quelques sujets que vous souhaitez adresser. Pour quelle typologie de public? Est-ce que c'est pour des collaborateurs débutants? Est-ce que c'est pour des personnes confirmées? Est-ce que c'est pour des personnes managers? Forcément. Votre vision, qu'est-ce que vous faites? Hop, le sujet et la typologie de personnes que vous allez aller chercher. Donc là, on en construit un plan de formation, en fait, hein, tout simplement. Hein. Complètement. L'étape numéro 3, c'est d'aller identifier les formations à réaliser pour atteindre cet objectif stratégique que vous êtes fixé. Et là, vous devez être excellent après dedans. Donc, il faut aller trouver les ressources pédagogiques qui vous aideront, vous, cabinet, ou en tout cas votre cabinet, les collaborateurs, quels qu'ils soient, managers ou débutants, à adresser les besoins du marché. Et donc, soit vous faites des formations qui sont en ligne, soit vous faites des formations qui sont en présentiel, soit vous faites du coaching avec quelqu'un, mais vous devez aller chercher le 80-20 qui vous aide à avoir les compétences le plus rapidement possible pour les proposer à vos clients. Donc ça, c'est très important. Étape numéro 4. Maintenant que vous avez ça, il faut aussi que vous puissiez apporter la vision du plan de formation pour le cabinet. Vous avez fait ce travail pédagogique, ce travail de recherche, ce travail d'audit auprès de vos clients, du marché, de vous-même et de vos collaborateurs. Et bien maintenant que vous avez une vision globale, il faut que votre roadmap, votre vision, vous puissiez la présenter à vos collaborateurs et qu'ils se disent, eux, alors là, j'ai Ouais. absolument envie de y aller. Ce projet de cabinet me fait vibrer. Ce projet de cabinet me fait voir autre chose que de la production, de la comptabilité. Parce que maintenant qu'on raconte toutes ces belles histoires, eh ben, il va falloir réaliser les formations pour les collaborateurs. Donc, il faudra peut-être parfois accepter de perdre du temps, de perdre du chiffre d'affaires, de refuser des clients. Comme on dit, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que si la base et le terreau, il est fertile, alors ça crée un arbre, ça crée des belles branches, des belles feuilles, et ça apporte les fruits. Mmh. Exactement. Donc, il faut leur dégager du temps et se dire, OK, je vais mettre en place des actions de formation pour que mes collaborateurs ou moi-même, expert comptable, je puisse monter en compétences. Moi, expert comptable, alors généralement, enfin, parfois, certains aiment beaucoup la technique et ils aiment rester dans les dossiers. Sauf que là, on est cabinet, c'est une entreprise. Peut-être se positionner en tant que visionnaire, manager, et que les collabs, eux, montent en termes de compétences pour que eux, finalement, ils puissent prendre en charge les missions qui sont finalement traditionnellement dans les mains de l'expert comptable. Et ce serait absolument vertueux pour un cabinet, pour un collab, pour un entrepreneur, pardon. On veut la relation avec l'expert comptable parce que c'est une relation noble. Il est avec nous, c'est super. Mais en fait, dans les faits, si le collab il répond à notre besoin intrinsèque, eh ben, expert comptable ou collaborateur, en fait, on s'en fiche un peu, quoi. Ma grand-mère disait un truc.
Nicolas, je vais te donner une citation. Écoute-la. Je t'aime, mais je me préfère. Donc, en fait, euh, la personne, elle va penser à elle-même d'abord. Et vous, en fait, ce que vous devez aussi identifier, c'est votre vision de cabinet que vous voulez pour vos clients, mais aussi pour vous-même. Si Complètement. vous aimez et vous adorez être dans les dossiers, dans la technique, gardez cette partie-là. Mais vous devez faire monter en compétence vos équipes pour qu'eux puissent répondre aux besoins et aux chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, 80% de conseils, 20% de production De comptable. production. Mmh. Et ça, quand on regarde les études aussi, dans la profession comptable, on voit que le pourcentage de burn-out des experts comptables, il est élevé. Mais c'est normal, parce qu'on est au four et au moulin. C'est clairement le moment et le momentum pour faire bosser les autres pour vous. Les clients, avec la PDP, les outils, ils bossent pour vous. Les collabs, vous les montez en compétence sur des sujets qui sont intéressants intellectuellement, qui apportent de la valeur. Ça vous dégage du temps. Vous êtes plus dans la vision, la la stratégie. En tout cas, moi, je serais expert comptable et j'aurais mon cabinet, c'est comme ça que je le verrais. Et quand je discute avec beaucoup de vos confrères, eh ben, je vois que ça, c'est des sujets qui sont pertinents. Et ceux qui sont dans la prod, ils souffrent en fait beaucoup plus. Donc, en fait, c'est un peu le moment de prendre euh, le sujet à bras le corps pour que ça puisse vraiment réussir. Et naturellement, vous faites les formations, vous mettez vos collabs à l'épreuve, parce que de toute façon, euh, c'est le terrain qui nous dira la réalité de ce qu'il doit être fait ou pas. Peut-être que vous C'est direz clair. données extra-financières, vous packagerez une offre, vous aurez une offre commerciale, vous pourrez aller chercher vos clients sur ce sujet, vous allez les accompagner de manière incroyable. Et puis, de cette niche marché, vous découvrirez d'autres missions additionnelles et dont vous pourrez créer un cercle vertueux qui apportera de la valeur. Et puis, peut-être que vous allez complètement vous planter et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Vous analyserez les différentes missions que vous aurez adressées et vous verrez que peut-être que dans la data, en fait, ça prend trop de temps, ça marche pas, il y en a trop, ou alors j'adresse pas le bon marché. Vous suivez avec des indicateurs financiers. Quels sont les pourcentages de clients qui rapportent le plus de confort de travail au cabinet, le plus de valeur au cabinet et le plus de plaisir aussi. Un peu tout ça. Ouais. Et puis, naturellement, il faut aussi rester à l'écoute du marché et orienter ses stratégies en conséquence. Super bien dit, super clair. En effet, cette réforme, elle apporte des opportunités énormes pour les entreprises et les cabinets. Et effectivement, il y a une structuration d'offres, il y a des offres à déployer qui sont là à votre portée. Euh, et tu parles de formation. Nous, en tant qu'éditeur, nous, notre rôle, il est de sensibiliser. Et toi, tu es plus agnostique. Donc, tu nous donnes ta vision. Mais concrètement, tu vois, un cabinet qui souhaite faire monter en compétence ses collabs, ils font. Donc, il y a le plan, il y a la vision, il y a porter la vision. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être plus pratico-pratique là tout de suite à apporter là aujourd'hui là sur ce webinaire? Bah, c'est très simple. C'est super simple. Imaginez-vous que vous souhaitez vous spécialiser dans l'analyse de la data et dans la direction financière partagée pour les cabinets, Mhm. pour les entreprises, pardon. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas adresser toutes les typologies d'entreprises. Donc, vous allez dire, OK, je vais me concentrer uniquement sur les boulangers, si je reprends cet exemple. Ouais. Et je vais faire une offre de directeur financier à temps partagé pour les boulangers. Je vais mandater un de mes collaborateurs en disant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller identifier l'ensemble des datas qui sont nécessaires à agréger et à voir dans l'industrie de la boulangerie. Donc, il va y avoir quelqu'un, et donc, bah, il faut chercher sur Internet. Hein. Vous utilisez ChatGPT, vous utilisez des formations, ou vous allez à la chambre à la chambre Des commerces, du exactement, commerce. pour avoir les datas de cette niche marché. Bah, vous infusez, vous prenez. OK. Maintenant que lui, il sait faire et il comprend toutes les datas, et ben là, il va falloir aller discuter avec, je sais pas moi, une dizaine de boulangers, et peut-être que vous en avez dans votre portefeuille. Et ben allez-y, c'est quoi tes problèmes? Viens, on fait juste un call, 10-15 minutes, je te prends pas beaucoup de temps, ou alors je viens directement dans ta boulangerie, je veux comprendre comment tu travailles, comment tu fais ton pain,
C'est quoi tes problèmes? RH, etc. Hop, 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 hop. OK, tu as un souci avec tel collaborateur, mais pourquoi tu prends quelqu'un à temps plein? Peut-être que tu pourrais l'avoir à temps partiel. Ah, mais pourquoi tu n'embauches pas? Ah, on prend. Et donc, on infuse, on apprend. Une fois qu'on a cette information, eh bien, on peut structurer une offre commerciale et on la teste avec ces gens avec lesquels on est en train de discuter. Imagine que je te proposerais un accompagnement de 500 € par mois qui te permettrait à l'année d'économiser 20 000 € par mois. Eh ben, c'est facile en fait. Eh ben oui, évidemment. T'as raison. Tout simple. Donc, OK. Bon, bah écoute, c'est marrant parce que nous, on fait de la compta, on a des datas en temps réel. Bah, ce qu'on peut te proposer, on teste. Tu fais ça gratuitement pendant un mois. Si ça te plaît, on continue. Et puis, bah, du coup, ça fait une offre de CFO part-time en revenu récurrent de 500 ou 300 ou 400 ou peu importe euros par mois. Et vous Mmh. verrez, et si ça ne marche pas à la boulangerie, bah, vous dites OK, je vais me concentrer uniquement sur les startups early stage qui démarrent. Et moi, Ouais. ce que je vais faire, je vais les aider à lever des fonds. Et ben voilà, c'est quoi leur problème, c'est quoi leur rêve, comment ils fonctionnent les fonds d'investissement. En fait, ils sélectionnent que 1 à 2 des dossiers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et ben voilà, vous infusez. Vous envoyez quelqu'un, il n'y a rien de mieux que le terrain. Et puis, après, eh bien, vous pouvez faire des formations avec des experts qui vous apprendront ou qui apprendront directement au sein de leur cabinet comment on fait de l'analyse financière, comment on fait du contrôle de gestion. Si les personnes, ils ont oublié ça parce que ça faisait longtemps qu'ils ont fait ça à l'école, bah là, vous tapez sur Internet et formation contrôle de gestion, finance d'entreprise. Normalement, l'expert comptable, il est Ouais, capable d'aller chercher. Ça, c'est son travail d'aller fouiller, chercher et trouver la donnée parce qu'on n'a jamais tout d'un seul ouais, coup. On apprend avec le temps. Donc voilà un élément qui est hyper concret que je pourrais apporter. ouais. Super. Merci Nicolas. Hyper clair. Avec plaisir. Est-ce que vous avez quelques petites questions dans le chat? Je ne sais pas s'il y a ça ou pas. Hop J'arrive là. pas à dérouler correctement. Comme je suis en partage d'écran, je suis pas à l'aise. Non, il n'y a pas de problème. En tout cas, pour approfondir cette partie, moi j'ai vu. Hop. En tout cas, merci Franck, hein. Je te fais une grande dédicace pour tes interventions dans le chat. Tu m'as bien challengé. On peut s'écrire sur LinkedIn si tu veux. Euh, yes. Non, bah écoutez, ça a l'air clair. En tout cas, Mao, si on peut aussi, pour approfondir un peu ce sujet Ouais, et pour suivre ce ouais. webinaire, vous avez ici Cégide qui a créé franchement une roadmap totale, hein, tu vois, euh, Mm. sur la manière dans laquelle vous devez exécuter le plan d'action pour passer du stade 0 au stade d'implémentation de la facture électronique au sein de votre cabinet. Alors, vous avez toutes les ressources disponibles, vous avez même des templates de mail pour onboarder vos clients. En gros, vous n'avez qu'à suivre les étapes, mais peut-être que Mao, toi, tu peux en parler mieux que moi. Ouais. En effet, ouais, je vous parlais de ce fameux guide là en début de webinaire. C'est gratuit, c'est pour tout le monde et c'est selon vos besoins. Nous, on a déterminé ce qui, à notre sens, représente 5 étapes. Donc, ça reprend les éléments de Nicolas euh, plus ou moins dispatchés voilà, à travers ce guide. C'est un itinéraire, c'est pour vous et en effet, c'est des liens utiles, c'est des replays, c'est des templates email, que ce soit pour sensibiliser ou pour auditer. C'est aussi des guides de conviction qui vous donnent des arguments pour les réponses aux questions complexes qui peuvent être soulevées par cette fameuse réforme. C'est également des outils, je vous en parlais, que ce soit pour vous permettre de vous auditer, de faire un travail d'auto-évaluation chez vous, mais aussi pour votre client. C'est beaucoup, beaucoup de contenu, c'est très riche, ça a été un travail titanesque chez nous, au plus proche du terrain. On s'est rapproché de beaucoup d'entre vous, on s'est rapproché des grands acteurs du milieu. On a fait des salons, on a été dans les cabinets, et puis on a des experts aussi en interne qui se sont vus challenger, qu'on a challengé, on s'est challengé, on a créé beaucoup de contenu du coup. C'est dans l'ambition ici, elle est juste de vous accompagner et on espère le faire correctement en répondant le plus possible à vos interrogations et vos besoins et peut-être aussi vos craintes. On a fait le pendant également de cet itinéraire façon TPE entreprise pour vos clients. Il est également pingé dans cet itinéraire. Vous le retrouverez également et l'idée, c'est pour vous d'aller
partager ce kit à vos clients sans aucune modération. Là aussi, c'est quelques étapes sur mesure pour eux, plus dans l'analyse des flux, cartographie des flux de travail pour eux. Voilà, c'est vraiment l'unique ambition ici, c'est d'apporter de la valeur et une un accompagnement. On sait que cette, transition, elle est hyper importante, il y a beaucoup d'enjeux et elle vient un peu casser les process en place, en plus de vous challenger sur la mise en place d'un système d'information à partager avec votre client. Mais en fait, voilà, l'opportunité derrière d'avoir cette data, hyper, structurée, et immédiate, c'est beaucoup, beaucoup d'opportunités, pour le métier. Nicolas, tu pouvais pas le mieux l'exprimer, juste avant. Donc voilà, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice et de vous apporter quelques templates. On a aussi, je pense à des plans d'action, templates, à vous proposer que vous pouvez modifier à votre guise. C'est voilà, c'est vraiment, heu c'est du contenu en fonction de ton besoin, tu prends, tu modifies, tu prends, tu laisses, tu jettes, tu prends ce qui te va pas et voilà, l'idée c'est de vous accompagner dans cette transition. Et moi, je clôturerai aussi par un mot qui est pour moi important. Hem, Sachez que on a mené aussi beaucoup d'études auprès des collaborateurs en cabinet et on est dans une phase, franchement, on le dit, mais c'est c'est comme je l'ai dit en introduction. Hem, Tant que le feu il est pas dans le jardin, on s'en préoccupe pas trop. Mais Ouais, hem, vous avez de l'or entre les mains. Là, vous avez à la fois de l'or entre les mains pour apporter une valeur significative, même à la France en fait. C'est même pas, je minimise même pas ce que je dis, parce que les experts comptables, ce sont les tiers de confiance pour les ah ouais, entreprises, pour l'État et aussi pour aider l'entrepreneur à réaliser ses propres ambitions et ses propres rêves. Et vous avez une histoire collective. L'expertise comptable, c'est un métier d'humain. C'est pas un Oui, c'est un métier technique, mais en fait, c'est des relations humaines qu'on gère tous les jours. On gère des entrepreneurs, on gère aussi des collaborateurs. Et du coup, il y a une vraie histoire à construire pour demain. Mais ce que je vous dis pour demain, moi, je connais plein de cabinets qui l'ont déjà construit, déjà tout de suite, hein. Ça marche déjà, en fait, hein. C'est pas raconter quelque chose de hyper innovant, ce qu'on est en train de dire là tout de suite. Ça non, marche déjà. Par contre, c'est c'est vrai clair. que ça demande une éducation de marché parce que quand on entend ce discours et qu'on se regarde et qu'on regarde la période fiscale, on dit mais en fait ils s'en foutent du conseil, il faut que je fasse mes bilans là déjà. Donc en fait c'est génial de raconter tout ça. Euh, c'est bien de prendre de l'avance parce que le jour où les autres n'auront pas pris l'avance mais que vous l'aurez prise, eh ben, il va se passer quelque chose, c'est que en souffrant un peu à l'instant T, et ben demain ça deviendra beaucoup plus facile plutôt que d'être dans le flux et subir plutôt que d'être proactif. Donc en tout cas voilà pour ce live et pour ce webinaire. Pour moi, c'était un plaisir de vous avoir tous déterminés ici dans cette discussion avec toi aussi, Mao. Ouais, bah, merci. Merci Nicolas, c'est un plaisir pour moi également. Un super rendez-vous. C'était une première pour toi et moi, hein, ce live ensemble. Donc voilà, j'ai vachement apprécié l'exercice. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent. Merci pour vos questions. On continuera de répondre peut-être avec Cassandra. On prendra les questions et on y répondra par email. On vous envoie le support, hein, Nicolas, et puis vous aurez le kit à dispo si ça vous intéresse d'y jeter un œil et absolument preneuse de vos retours sur ce kit. Il y aura pas plus riche mine d'or que vos retours terrain. Donc n'hésitez pas à nous partager cela, que ce soit directement sur LinkedIn ou par email. N'hésitez vraiment pas. Voilà, avec grand plaisir. Et merci encore Nicolas pour cet échange. Avec grand plaisir. Merci à tous. Prenez soin de vous, en tout cas à tout le monde. Et puis bonne continuation peut-être pour certaines personnes qui prendront quelques petits jours de vacances dans quelques Bien temps. mérité. Ouais, Yes. exactement. Il est temps. Merci à tous. Allez, bye bye. Au Bon revoir. appétit. Au Salut. revoir.